Ah ça va, hein, vous avez attendu 3 ans pour un album, vous pouvez attendre 30 secondes pour une banane. Bon, comment on en est arrivé là, à cette grande question? Est-ce que Blackpink c'est mieux maintenant? Eh bien pour cela, je vais déjà vous faire un petit retour en arrière, hein, pour recontextualiser un peu tout ça. Bien que je sache que si vous êtes sur cette vidéo, vous êtes au courant un peu de tout ce que je vais raconter, mais c'est utile pour que je puisse derrière me justifier, sinon ça serait pas une vidéo mon avis sûr. Et donc, avant de parler Blackpink en 2026, je vais tout d'abord revenir sur ce qui s'est passé avant, donc à partir de Born Pink. On est en 2022. Blackpink est de retour avec son nouvel album tant attendu. Tant attendu pourquoi? Parce que YG a déjà habitué avec sa stratégie marketing assez frustrante, hein, la plupart de son public, des Blinks. Il faut attendre pour un comeback de Blackpink. Il faut attendre longtemps, s'armer de patience. Parce que si tu veux un comeback de Blackpink, il faut le mériter. Et donc cette stratégie d'attente, elle avait déjà été mise en place avec The Album en 2020. Et là, de nouveau, rebelote, 2 ans plus tard, sort un nouvel album de Blackpink. Pareil, avec même pas 10 titres dedans, qui a forcément frustré une partie du public, notamment aussi avec le style de musique, où Telly n'avait pas l'intention de vraiment changer sa recette. Et bien qu'il y ait une grande partie du public qui est adoré, il y en a toujours une autre qui même grossit de plus en plus de ce que j'ai pu voir à l'époque sur les réseaux sociaux, et bien qui se dit, tout ça pour ça. Donc, forcément derrière, qu'est-ce que ça a amené? Des questionnements sur l'avenir du groupe. Et ça ne s'arrête pas là. C'est surtout l'après, en fait, Born Pink, qui est le plus intéressant à étudier et qui amène à cette question, est-ce que Blackpink c'est mieux maintenant? Bon, déjà il y a eu une tournée, ça c'est un point très positif, une giga tournée même, parce que les filles ont fait je sais pas combien de dates, ça s'est étalé sur je sais pas combien de mois, beaucoup en tout cas, mais après ça, disparition totale de Blackpink. Enfin, les membres étaient toujours là, très présentes, mais au final on les voyait plus invités à des défilés de mode, faire la couverture de certains magazines, être au centre de nombreuses rumeurs de couple, ainsi que des rumeurs de ah elles doivent pas s'aimer parce qu'elles font pas de story pour se souhaiter un bon anniversaire. Et surtout, l'arrivée des projets solo, même si ça c'est un petit peu après, en 2024. En tout cas, une grande question se posait vis-à-vis des fans. Est-ce que Blackpink, qui arrivait à l'approche de sa fin de contrat, allait re-signer? Et là on a eu des grands débats, hein. Il y en a plusieurs qui ont mis ça sur la table. Est-ce que c'est mieux ou non pour les filles d'arrêter leur carrière en tant que Blackpink et de se concentrer uniquement sur leur carrière solo? Et ce qui appuie un peu plus ces questionnements-là, comme je vous l'ai dit, avec ce résumé sur ce qu'étaient devenues les filles pendant cette période de vide de Blackpink, elles avaient plus un statut d'influenceuse que de chanteuse, idol, artiste, danseuse. Au final, c'est vrai que les sujets qui tournaient autour des membres du groupe, c'était plus des gossips que des critiques musicales. Donc oui, Blackpink était devenu un sujet gossip. Donc voilà, tous ces questionnements, toute cette division qu'il y a eu au niveau du public, c'est quoi l'avenir bordel pour Blackpink? Et finalement, les filles nous ont montré que elles étaient capables de pouvoir faire les deux. Donc, certaines ont monté leurs agences, Jisoo, Lisa et Jennie. Rosé, elle, a signé dans une autre agence, The Black Label, en acceptant de signer un contrat avec YG pour continuer en tant que Blackpink. Bon, ça n'a pas forcément arrangé les choses, hein, parce que beaucoup ont vu là une certaine technique de pouvoir garder un peu cette image de Blackpink pour YG, de pouvoir profiter sans vraiment donner de l'intérêt pour le groupe. Mais bon, au final, si ça a donné une liberté pour les filles de pouvoir sortir du donjon et pouvoir faire un peu ce qu'elles voulaient, tant mieux. Mais est-ce que vraiment c'était quelque chose de bon pour Blackpink? Moi, je vais vous donner mon avis là-dessus de suite. Je vois pas où est le problème en fait. Au final, vaut mieux qu'il y ait un album qui sorte peut-être tous les 2 ans avec les filles, qu'au final, qu'il n'y ait plus rien du tout pour Blackpink. Surtout si à côté, elles peuvent faire ce qu'elles veulent en solo. Bien entendu, c'est si elles ont envie de faire quelque chose en tant que Blackpink quand elles veulent, ça reste encore restreint sur ce plan-là, parce que ça appartient à YG. La marque Blackpink est toujours leur propriété. Mais je comprends aussi une autre inquiétude, hein, c'est qu'on a vu des groupes dont les membres sont partis des agences, mais ont décidé de continuer avec le groupe. Et que pourtant, on attend toujours un comeback. Coucou Red Velvet, coucou Mamamoo, et coucou plein d'autres groupes que j'ai pas en tête. Je vois pas qui c'est. Nous, on voit bien en tout cas. Hein. J'ai l'impression que je le connais. Donc voilà, avant 2025, avant qu'arrive la nouvelle tournée, Jump, tout ça, on est à ce niveau-là, à se dire, bon ok, les filles continueront avec Blackpink, là elles ont sorti plein de projets solo, mais c'est quand qu'on va avoir un comeback? Parce que là, YG n'a pas vraiment l'air décidé d'annoncer quoi que ce soit. Et ça, c'était la petite introduction de ma vidéo.
Maintenant, j'ai envie de décortiquer un peu tout ce qui s'est passé depuis l'ère des solos jusqu'à aujourd'hui, justement pour répondre à ma question, est-ce que je trouve que Blackpink c'est mieux maintenant ? Bien sûr, quand je dis Blackpink c'est mieux maintenant, je parle de tout en général, hein, par rapport au statut des filles, par rapport au groupe, à ce qui est proposé musicalement, à la stratégie marketing de YG, à l'avenir du groupe, enfin bref, il y a tout un tas de questions, et ça j'y répondrai à la fin. Mais pour cela, j'ai quand même envie de revenir sur plusieurs parties, à savoir la première, l'ère des solos. Donc je vais passer en revue les 4 projets de Jisoo, Rosé, Lisa et Jennie. Ensuite, je vais revenir sur 2025, le retour, l'annonce avec Jump et aussi la tournée et les nombreuses rumeurs qui ont suivi. Et enfin, je finirai en troisième partie sur le comeback avec le mini-album Deadline, avec petit review sur le projet, mais aussi revenir sur la stratégie marketing habituelle de YG, mais en la développant un peu plus. Et enfin, vous aurez ma conclusion et ma réponse à ma question. Donc, let's go pour la première partie, l'ère des solos. Bon, je vais rentrer directement dans l'art, hein, on va passer les albums en revue un par un, je vais vous faire un petit résumé de ce que j'en pense, de mettre une petite note à ces projets. Alors je veux juste mettre un petit avertissement, je vais pas comparer les projets, dire lequel est meilleur que l'un ou l'autre, parce que, ils sont pas pareils. Déjà on a Jisoo qui nous propose un mini-album avec 4 titres, et je peux pas comparer un EP de 4 titres avec un album qui a 12 ou 15 chansons. Donc ça sera juste individuellement que je vais les noter et donner mon avis là-dessus. Et on commence tout d'abord avec la première à avoir sorti son projet, Rosé, et l'album Rosie. C'est pas trop mon délire, c'est pas vraiment mon style de musique. J'aime bien quand c'est un peu plus punchy, quand ça pète un petit peu, et c'est vrai que c'est ce que j'attendais aussi de la part de Rosé. Pour illustrer, prenez la chanson Toxic Till the End, c'est dans ce style-là que je l'attendais. Mais même encore plus punchy, dans un style un peu teen pop rock, vraiment énergie. Alors, bien entendu, Rosé c'est une voix, c'est des émotions, et j'attendais pas non plus qu'un album avec des chansons hyper dynamiques et positives. Non, bien entendu, des chansons un peu larmoyantes, c'est aussi ce que je voulais. On est un petit peu servi, parce que c'est un album qui est rempli d'émotions, qui est très intimiste, où vraiment Rosé nous fait part un peu de son histoire, de son vécu, et surtout de ce qu'elle avait sur le cœur, et qu'elle a pas forcément pu exprimer à travers des chansons auparavant. Et je pense qu'il faut prendre l'album comme ça, même si c'est pas notre style ou autre, si on a vraiment envie de le comprendre, il faut aller au-delà du genre musical, il faut aller vraiment puiser au niveau des émotions, au niveau de sa voix, au niveau de ce qu'elle a écrit de son texte. Et franchement, en réécoutant le projet 3 fois, je me suis dit finalement, j'arrive à comprendre l'idée. Et au final, ça me touche de plus en plus. Certes, c'est pas ma came encore, mais bon, j'avoue, la voix de Rosé, c'est ma kryptonite, je craque, bien entendu, juste d'entendre sa voix, ça fait passer des musiques qu'à l'habitude j'écouterais pas forcément pour quelque chose d'agréable. C'est juste... c'est les émotions. Bon, il y a Apateux qui est là au milieu de l'album. Alors je trouve que c'est quand même bien foutu parce que ça fait un peu une jonction. La deuxième partie de l'album après Apateux est un peu plus posée, un peu plus chill, hein. Donc c'est un peu le dernier coup d'énergie qui te fait tenir après jusqu'à la fin. Mais j'ai l'impression aussi que c'était un peu la chanson un peu à pas, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, à pas, Apateux, voilà. C'était la chanson pour essayer de capter un peu l'auditoire et le faire venir sur cet album. Mais je vais pas cracher sur Apateux parce que j'adore la chanson. Cependant, je trouve qu'il manque juste une chanson, même dans ce style un peu dramatique, larmoyant, puissante, vraiment quelque chose qui dégomme vocalement. C'est déjà très beau, c'est déjà génial, mais c'est un truc à la Hello de Adele. Et il y a notamment la chanson Stay a Little Longer qui, je pense, aurait pu avoir cette carrure-là. Elle est très bien comme elle est, mais je pense qu'un peu plus de puissance, d'énergie, et ça aurait été ce son-là, que j'aurais vu un peu en Hello de Adele. Et des 4 membres, je trouve que c'est le projet qui est un peu le plus carré, qui vraiment reste dans ses marques, qui ne cherche pas à aller à droite, à gauche et tout, qui reste vraiment centré sur quelque chose de très personnel, très émotionnel, et franchement bravo, c'est vraiment maîtrisé de A à Z. Sur le projet de Rosé, je lui mets la note de 7 sur 10, c'est un très bon projet, je peux pas mettre plus, parce que je vous dis, c'est pas trop ma came non plus, bien sûr, si je faisais fi de ça, ça mériterait bien plus, hein. Mais voilà, pour moi c'est un 7 sur 10, mais c'est quand même un projet très bien réussi. EP suivant.
Maintenant je vais parler de Jisoo avec Amortage. J'ai pas grand chose à dire là-dessus parce que juste ça m'a plu énormément et voilà, des fois il n'y a pas besoin de se justifier trop longtemps. C'est totalement dans la vibe que j'aime, notamment avec ce côté dance pop, un peu électro, un peu rétro, avec ces synthés de temps en temps qui te font voyager. La voix profonde de Jisoo colle parfaitement au style. En plus c'est vrai que c'est son album qui se rapproche un peu plus de la dance pop, même de la K-pop. Déjà rien que son format, hein, c'est 4 chansons. Et puis il y a la chanson Earthquake qui ouvre le bal, qui est la title, qui est vraiment une grosse claque, qui fait partie de mes sons préférés de l'année. Et même chacun des sons est vraiment génial. C'est vraiment du no skip ce projet. Je reste un peu sur ma faim. J'aurais aimé en entendre un peu plus. Avoir au moins 7 sons par exemple, je sais pas, ça aurait été vraiment cool d'avoir un peu plus. En plus je trouve qu'il y a un peu une vibe un peu estivale, nostalgique. Alors c'est sorti au début de l'année, mais elle aurait drop ça durant l'été, ça serait passé crème pareil. Et pour ce projet, je lui mets la note de 8 sur 10. Maintenant, album suivant. Lisa avec Alter Ego. Waouh, j'ai vu passer beaucoup de choses sur cet album, des choses négatives surtout par rapport au manque de cohérence, manque d'identité, et bref, moi je suis pas d'accord avec ça. J'ai fait une vidéo mon avis sûr où j'en parle un petit peu, je vais pas trop développer du coup là dans cette vidéo, mais ce projet je trouve qu'il reflète totalement l'identité de Lisa, et l'identité de Lisa, pas seulement depuis ses débuts solo avec la Lisa, Moni, tout ça, non, depuis Lisa de Boombaya, la fille badass, la fille sportive, la fille punchy, la fille qui te balance du rap à gogo avec un flow de malade, la fille charismatique, la fille qui donne de l'énergie, mais aussi qui sait donner de l'émotion, qui sait montrer sa belle voix, même si c'est sur peu de morceaux, qu'elle va prendre le parti pris de titre un peu plus émotionnel, mais globalement, l'esprit de Lisa se retrouve totalement dans l'album. Et le côté alter ego qui va permettre aussi de justifier les différents genres musicaux qu'on peut retrouver dedans, les différents featuring, les différentes façons de chanter ou de rapper de Lisa, je trouve que ça justifie bien le projet. Certes, il y a plein de trucs, mais Lisa, elle est en train de faire son projet où elle peut enfin tester ce qu'elle veut. Et comme les featuring, j'ai vu pas mal de critiques comme quoi, il y a beaucoup de featuring, il y en a 6. Ça va, c'est la moitié des chansons de l'album, et puis surtout, à chaque fois c'est un featuring avec une personne. Bon, sauf pour Born Again, la chanson qui ouvre l'album. Donc c'est bon, Lisa elle carry les 2/3 de la chanson, donc au final ça prend pas trop de place. Si on avait eu 12 featuring, je peux comprendre, ouais. Mais là, enfin, Lisa a son projet, qu'elle contrôle de A à Z, donc si elle veut se faire kiffer avec 6 featuring, pourquoi pas. Et puis ça permet d'apporter d'autres voix aussi, parce que sur les albums de Blackpink, on n'a pas eu beaucoup de featuring. Franchement, je suis content d'entendre d'autres voix avec Lisa sur ce projet. C'est un projet personnel qui la reflète elle. Faut pas oublier que Blackpink, c'est YG qui ont construit le groupe, même si Lisa avait des prédispositions en danse. Là, elles sont plus chez YG, elles font ce qu'elles veulent. Et je pense qu'il faut accepter ça et regarder de ce prisme-là l'album de Lisa. Et je vais pas vous le mentir, avec des titres comme Lifestyle, Elastic Girl, Rockstar, Fuck Up the World, Thunder, New Woman, enfin vraiment toute l'énergie qui se dégage de chacune de ces chansons. Je passe un super bon moment, je me régale, je m'ennuie pas du tout. J'aurais bien aimé peut-être une chanson supplémentaire un peu plus douce, un peu chill, où on entend vraiment un potentiel vocal qu'elle peut développer. On le retrouve avec la chanson Dream, mais si on pouvait avoir quelque chose genre de nouveau, ça pourrait être cool aussi. Pour ce projet de Lisa, je lui mets un 9 sur 10. C'est un de mes albums préférés de l'année dernière, que j'ai écouté pas mal. Et maintenant, passons au 4e et dernier album. À présent, nous sommes avec Jennie et son album Ruby. Et là aussi, je vais vous faire un peu le même retour que sur celui de Lisa. Voilà, j'ai énormément aimé la variété, l'énergie qu'on peut retrouver dans cet album, mais aussi toute l'image de Jennie, que je trouve qu'on retrouve là-dedans, même si au niveau des pistes musicales, je trouve que c'est un peu plus recherché, il y a quelque chose d'un peu plus expérimental au niveau des compositions, que ce soit notamment avec les chansons comme Zen, FTS, Seoul City, puis Like Jennie, enfin bref, en fait, il y a tout un tas de compositions différentes, mais là aussi, je trouve que ce regroupement, ce package et tout va super bien ensemble, et je passe un très bon moment tout le long. Et au niveau des prods, je ressens un effet de montagne russe. On va à la fois chercher des sons qui vont taper un petit peu, puis ça va redescendre avec un son un peu plus posé, ça va repartir, redescendre. Et c'est pas plus mal d'un côté, parce que ça te permet de te garder un peu en éveil tout le long du projet. Là aussi, on est face à un album qui m'a marqué l'année dernière, qui fait partie de mes préférés, et pour Jennie, je lui mets la note de 8,5 sur 10. Ah ouais, je veux juste revenir sur un petit détail par rapport à Jennie, je trouve que c'est génial ce qu'elle a fait autour de son projet. Avec la sortie surprise de sa tournée, avec notamment le concert à Paris, Jennie utilise le principe de la hype cycle, c'est-à-dire qu'elle va profiter
profité de l'euphorie qu'il y a autour de la sortie de son album pour annoncer le concert. Et ça dans un délai très très court. Pourquoi? Parce que vous, en tant que fan, vous avez écouté l'album, vous êtes content, vous adorez Jennie, vous êtes en pleine euphorie, chargé de dopamine, et là vous avez l'annonce d'un concert imminent, sans aucune promo. En fait, vous ne pouvez pas réfléchir, vous n'avez pas le choix. C'est soit vous voulez participer à l'événement, parce que c'est un événement, soit vous loupez le truc. Et là, tu t'empresses de cliquer, prendre ta place, sans vraiment réfléchir, tu vas pouvoir débloquer une journée de taf pour y aller. Et je vous avoue, même moi j'ai hésité. Vraiment, j'avais envie de participer à l'événement, mais je me suis dit, ouais non, en fait je bosse, je peux pas y aller. Merde. Déjà là, tu vois que Jennie a été hyper intelligente au niveau de sa stratégie marketing, et franchement, bravo à elle, parce que ça a été un succès. Voilà, c'était mon petit retour sur les projets avec les notes, mais j'ai envie quand même de faire aussi un retour sur ma sensation par rapport à cette ère des solos. Qu'est-ce que j'ai éprouvé par rapport aux membres et à Blackpink? Eh bien, faut savoir que j'ai vu ça comme un renouveau, un nouveau départ pour les filles, de pouvoir déjà s'exprimer plus librement et individuellement. Et ça, ça m'a fait grave plaisir, ça m'a fait redécouvrir Blackpink en fait. De voir les projets solos, ça m'a fait me réattacher aux filles, individuellement certes, mais au final, j'ai vraiment cette sensation de dire, ok, elles font ça, je suis content pour elles, j'ai envie qu'elles réussissent, et ça me donne de plus en plus envie de les revoir en groupe en tant que Blackpink. Ah là, on est bien. Et le vœu a été exaucé. Et c'est là qu'on arrive tout de suite dans la foulée, après Jennie et Lisa, avec Jump. Nous voilà donc en 2025, donc on y était déjà là, avec les sorties des albums de Jisoo, Lisa et Jennie, et très vite a été annoncée la tournée Deadline Tour de Blackpink. Une tournée mondiale qui allait ravir les fans, mais une grande question subsistait, ok c'est cool mais... Du coup, il y a un album qui est prévu là? Il y a des nouvelles chansons? Parce que si c'est pour se retaper les chansons d'il y a 3 ans, justement, ça, c'est quelque chose qui a beaucoup fait parler. On a eu la réponse très vite. Oui, il y a un comeback de Blackpink, mais il y a une chanson, un seul single, Jump. Bon, Jump, je vais pas revenir là-dessus, vous l'avez vu, c'est dans mon top 10 de l'année 2025. J'ai adoré le son, j'ai adoré la prod. Je sais que beaucoup ont eu du mal parce que, pas un son qui est ultra développé, ultra perfectionné, tout ça après tant d'attentes. Et surtout, beaucoup se sont dit, tu vois que c'est bâclé parce que c'est sorti là comme ça à l'arrache juste avant la tournée pour dire on a un nouveau son. Je sais qu'il y en a qui ont pas aimé parce que ça fait trop clubbing. Moi j'adore ça justement, le fait que ça fasse clubbing et le fait que le son soit passé partout à la radio, dans différents clubs, sur différents sets. Il y a Joyka qui l'a passé dans un de ses sets lors du Z-Event. Bon, ça a été critiqué aussi parce qu'il y a l'utilisation de l'IA dans le clip, il y a certaines scènes avec du fond vert qui sont pas terribles et tout, notamment où elle court, mais moi j'adore cette scène. Mais bon, malgré la division, Jump, ça a cartonné, ça a tout niqué. Ça change pas qu'après derrière, il y a une tournée à assumer. Et dans cette tournée, il y a eu beaucoup de retours négatifs là-dessus. Déjà, le fait qu'il n'y ait qu'une chanson, donc beaucoup se sont désistés même, ont pas voulu retourner voir le concert. Bon, d'un autre côté, c'est pas grave parce que ça a permis aussi à un public qui n'a pas pu voir Blackpink auparavant d'aller voir le concert et au final de découvrir les chansons qu'ils connaissaient déjà sur scène. Puis le fait d'ajouter les solos des membres, mais de leur projet solo, ouais, c'est vrai que moralement tu te dis, c'est pas cool parce que là vous en profitez pour faire du remplissage, alors que ça, elles devraient le promouvoir, elles, de leur côté, faire leur propre concert en solo. Mais bon, si c'est là, c'est qu'elles aussi ont accepté, et ça leur fait aussi une publicité pour leur projet. Ça peut te donner envie d'acheter des albums qui n'auraient pas encore été achetés. Bien entendu, on est de nouveau repassé par la case Lazy Jennie, avec les accusations que Jennie ne fout rien sur scène, qu'elle en a rien à foutre des autres membres. Ça, de toute façon, je pense que à chaque tournée, on aura droit à la même chose, hein. On prendra 10 secondes de vidéo de Jennie qui danse pas trop sur une chanson, et on fera une généralité en disant que Jennie n'en a rien à foutre des autres membres de Blackpink. Oh shit, here we go again. De toute façon, à partir du moment où Jennie a posé un orteil dans la K-pop, ça y est, la malédiction malheureusement a été lancée contre elle. Mais le constat, c'est que, oui, il faut le reconnaître, ça a été un petit peu bâclé là. Il n'y a pas tellement de choses inédites pour ce nouveau concert, cette nouvelle tournée. Et là, tu te dis, bon, YG, ils se foutent un petit peu de la gueule du monde. Derrière, on espère qu'il y aura au moins un projet qui viendra par la suite du concert, par la suite de la tournée. Attendre un petit peu quand même que les filles se reposent. Et là commencent à arriver les rumeurs. Et les rumeurs, tant que ça sort pas de la bouche de Jisoo, ça reste des rumeurs. 40
Un projet qui est censé sortir à la fin de l'année. Donc là tu dis ouais bon c'est cool, au moins elles ont eu le temps de se reposer après la tournée et puis ça permet surtout de surfer sur la hype qu'il y a eu en 2025 avec le retour de Blackpink. Ben non en fait non, il y a rien qui sort à la fin de l'année. Donc une nouvelle rumeur apparaît où là on dit ah ben il y aura un album pour les 10 ans qui sortira l'été prochain, donc l'été 2026. Là tu dis bon putain ça fait beaucoup quand même pour décaler le projet. Mais bon au moins ça permet de prendre le temps de faire quelque chose de solide et peut-être d'avoir plus de 8 titres. Et puis finalement, on apprend que non, il y aura un projet, un mini-album là en février, et que ça sera le mini-album Deadline. Et là tu vois que les gens ils ont commencé un peu à arriver à épuisement quoi, à rentrer totalement dans l'autodérision, même si l'autodérision existait déjà, hein. Comme le fait de se résigner et d'accepter que YG te vende des sacs plastiques Blackpink à 18€. Et même là donc pour ce projet te dire bon ben ouais qu'est-ce qu'on aura sur ce Deadline, eh bien on aura Jump, on aura la nouvelle title avec la nouvelle title version speed, la nouvelle title version slow, la nouvelle title version extended, la nouvelle title version radio edit, donc la lassitude est là. Mais bon, on a un mini-album de Blackpink pour février 2026. On n'a pas juste 2 chansons avec divers remixes, non, on a vraiment 5 chansons différentes, dont Jump. Et c'est maintenant qu'on en vient à cette troisième partie, le projet Deadline. Je pense qu'on peut rentrer directement dans la promotion de Deadline, qui est d'un point de vue du génie et d'un autre point de vue la catastrophe. Bon, déjà, YG a compris quelle était la priorité, faire des précommandes pour les albums. Donc, on va vous balancer les visuels des albums, voilà. En plus, on va faire un album avec une version sablier, petit troll de YG où ils se sont dit, tiens, c'est vrai que pendant tout ce temps où les Blinks ont attendu un comeback, eh bien, on les a pas aidés en fait à patienter. Donc, cette fois, on va leur foutre un sablier, comme ça, pour le prochain comeback, ils pourront s'amuser à retourner le sablier. Why treat the customer this way? Why? Because fuck 'em, that's why. Et franchement, si vous avez acheté cet album, j'attends vraiment le moment où on aura des TikTok et des réels de gens qui seront pris en train de tourner et retourner le sablier jusqu'à que sorte le nouvel album. À la fois, c'est un troll et c'est un coup de marketing de génie. Mais revenons donc sur la promotion. En général, quand tu as un comeback, tu as la promotion qui commence 1 mois avant. Là, 1 mois avant, rien. 3 semaines, rien. 2 semaines, toujours rien. Et enfin, 1 semaine avant le comeback, une photo apparaît. Non, je suis obligé de rigoler. Vous voyez quand même le résultat de la photo. Il y a même pas d'effort déjà sur le titre Deadline. Ils ont même pas foutu le titre en rose. Certes, on a la typo qui est gardée pour le projet, mais ils ont même pas foutu ça en rose. C'est vraiment du basique Photoshop, hein, ce que tu peux retrouver là, quoi. Le détourage des membres avec ce fond là derrière. Je me demande même au niveau des éclairages, des ombres, des proportions des corps, si les filles étaient ensemble. J'ai l'impression qu'ils ont pris les photos séparées, ils ont détouré tout le monde et hop, ils les ont réunis. C'est le strict minimum. Et quand je compare à côté le comeback par exemple de Idol, et je prends la première photo qui est sortie pour le comeback, alors déjà il n'y en a pas eu une, il y en a eu 4, c'est du noir et blanc, classique, avec un fond blanc derrière, mais regardez, déjà cette photo avec tous les backdancers, celle-là où les filles font différentes poses, que je veux absolument en poster. Et même juste celle-là, où elles sont toutes les 5 posées sur le canapé, il y a quelque chose quand même de stylistiquement beaucoup plus joli. Il y a une esthétique qui est travaillée. Et même sans mettre le titre Idol Mono, ça en jette plus. Et pour le reste de la semaine, on n'a rien eu. Enfin si, j'exagère. On a eu la vidéo teaser tout de même, hein, et on a eu aussi la vidéo teaser pour les albums. Ouais, en gros c'est ça qui est le plus important, je vous le dis, l'ordre des priorités de YG, il faut avant tout vendre. Et c'est là que je me dis que non, on n'est pas sur quelque chose de chaotique, de catastrophique, on est sur quelque chose de totalement maîtrisé et vous vous en doutez. YG savent ce qu'ils font. L'idée c'est avant tout de vendre des albums et donc minimiser les coûts de production de la promotion pour derrière engranger plus de thunes lorsqu'on va vendre des albums. Ça suit la logique de cette stratégie qu'utilise YG depuis notamment l'album The Album. La stratégie d'invisibilité. Moins tu en donnes, moins tu en montres, plus tu vas susciter de l'attente pour le public. Cela va créer un vide, cela va générer des rumeurs et derrière va créer un intérêt pour le groupe. Ça va toujours faire de la discussion. On est sur de la frustration.
Et cette frustration, plutôt que de nous dégoûter, eh bien elle sait que derrière, vu que Blackpink va se faire de plus en plus rare, va nous faire ravaler notre fierté et faire en sorte qu'on se tourne quand même vers Blackpink. On se dit, putain, YG font chier, ils se foutent de notre gueule, mais d'un autre côté, on est là pour Blackpink et on veut continuer à les soutenir. On veut leur album, surtout si elles vont se faire de plus en plus rares. Ce qui intéresse le public aujourd'hui, ce n'est plus YG, c'est Blackpink. Et ainsi, YG tombe dans ce qu'on appelle la complaisance de marque. Et ça revient à ce que je vous ai dit juste avant. L'agence sait que le taux de conversion sera, quoi qu'il en soit, élevé. Ils vont vendre. Donc on va réduire les coûts marketing au strict minimum, comme par exemple ne pas balancer de promo, tout simplement, et ainsi maximiser la marge sur les ventes d'albums. YG mise sur le fait que on peut vendre des millions d'albums sans rien montrer. Résultat des courses, plus de 1 400 000 albums vendus le jour J. Mais c'est ouf quand même qu'ils aient mis encore plus de moyens sur le teaser des albums avec les 3 versions. Justement pour te montrer, regarde le bel objet de collection que tu vas acheter, que tu vas posséder, regarde comment la pochette elle est jolie, regarde ce sablier lumineux comme il est beau. Eh ben ouais, YG a encore réussi son coup. Et vous savez quoi ? Je pense que maintenant ils vont continuer à faire pareil et ça sera la même chose. Bon là bien entendu ça pose une question morale, d'éthique, surtout au niveau du respect des membres, au niveau du respect de tous les gens qui travaillent sur le projet et d'invisibiliser leurs résultats en fait, de ne pas le rendre public. Mais bon la morale c'est un concept qui a disparu depuis un moment dans l'industrie de la K-pop. Bon, maintenant, petit retour quand même sur le projet, parce que vous êtes là aussi, je pense, pour savoir ce que j'en ai pensé. Déjà, la title track Go. Bon, franchement, je vais vous dire, je me suis dit, putain, enfin, il aura fallu attendre quasiment 10 ans pour que Blackpink fasse un son qui sorte complètement de leur identité. Mais ça leur colle super bien. Teddy, qu'est-ce que tu foutais pendant tout ce temps-là? Oui, Teddy, il utilisait la technique du recyclage, en disant, écoute, ça marche, donc je continue à faire pareil. Parce qu'on sait que derrière, on va rentrer un maximum de blé. Enfin bref, petite parenthèse fermée, je reviens sur Go. Ouais, non, le titre, je le trouve très bien, mais c'est un grower pour moi, tout de même. Voilà. Il y a quelque chose qui me manque, je trouve, au refrain, même si c'est quand même bien foutu. La chanson est très intéressante du début à la fin, les raps sont monstrueux. Les parties vocales, pareil, enfin, c'est vraiment un bijou d'interprétation. J'aime le côté techno que tu peux retrouver dans la prod, mais je trouve que c'est, je sais pas, un peu moins dansant, en fait, que Jump ou que d'autres morceaux qu'on a pu avoir de Blackpink, parce que moi, c'est ça que j'aime bien aussi chez Blackpink, c'est ce côté un peu, dansant, t'as envie d'aller sur la piste et tout, t'éclater. J'ai l'impression que c'est plus une chanson expérimentale de présentation de projet qu'une chanson, qui a une place de title track. Pour moi, c'était un peu une intro d'album, un peu comme Zen de Jennie, justement. Donc ouais, c'est une réussite, Go, mais je suis quand même assez mitigé. Bonjour, je suis Valentin du montage et je suis là pour corriger les conneries de Valentin du tournage. Alors bon, j'ai pas parlé du MV. Enfin si, j'ai parlé à la base du MV, je l'ai coupé au montage, je me suis dit ouais non ça va pas, finalement j'ai envie de le refaire et d'en parler. Parce que j'ai discuté hier soir avec Inga Rider et au final je me suis dit que c'était plutôt intéressant d'aborder cette question. Parce que le MV en soi, c'est vrai que quand tu regardes un peu la direction artistique, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu voir auparavant avec Blackpink. Là on a la réalisatrice du clip de aespa Armageddon, donc on voit que c'est totalement la même DA, on voit les mêmes effets intelligence artificielle, les mêmes effets visuels, numériques, tout ça. Enfin c'est pas l'esthétique Blackpink en fait. Donc il y a deux questions que je me suis posées en regardant le clip. Donc est-ce que on veut récupérer une réalisatrice qui a un peu de tendance en ce moment, dont la direction artistique remplit justement les codes du moment, notamment avec les teintes froides, ocre et tout qu'on peut avoir dans les clips aujourd'hui, et puis ce style aussi un peu futuriste, science-fiction. Est-ce qu'on fait ça pour une tendance? Est-ce qu'on fait ça justement pour lancer la nouvelle ère de Blackpink? Ou est-ce qu'on fait ça pour dénaturer justement l'esprit de Blackpink? Oui, bon, dans les deux cas, on dénature le concept visuel de Blackpink. Donc je voulais rajouter cette partie-là parce que je trouve que c'est intéressant par rapport à ce que je vais dire par la suite, par rapport à cette nouvelle ère de Blackpink. Bon, et s'il y a d'autres conneries qui sont dites, je serai là pour rattraper le coup. Le clip a de très jolis plans, a de très belles lumières, ça sort aussi de ce qu'on a pu voir auparavant de Blackpink, et ça renforce une idée avec le type de composition qu'on nous amène vers une nouvelle ère de Blackpink, une nouvelle image de Blackpink. Certes plus rare, mais différente de ce qu'on a pu entendre auparavant. Et là, pour le coup, ça attise encore plus ma curiosité, et si on a vraiment ce projet cet été, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va être. Et pour le reste du projet, bon, Jump, j'ai adoré, vous le savez. Me and My, j'aime beaucoup aussi. Ça, c'est un peu dans le style, de ce qu'on a pu entendre auparavant dans les albums de Blackpink. Champion, alors, je vous avoue, j'étais très emballé par les couplets, notamment avec cette vibe un peu Joy Division que j'entends. Et le refrain qui est un plus dans un chœur, refrain de stade, un peu
pop rock et tout. Ben, en fait, ça colle bien ensemble. Mais c'est vrai que aux premières écoutes, j'étais un peu frustré de perdre l'esprit Joy Division que j'avais pour arriver sur ça. Mais d'un autre côté, bon, je sais pas, en fait, il y a une bonne énergie positive qui s'en dégage et franchement, j'aime beaucoup le morceau. Je crois que c'est même ma deuxième chanson préférée du projet. Et après, on a Fuckboy qui est pas trop mon truc. Voilà, c'est une balade assez classique. C'est une belle performance vocale. Je sais pas si j'ai envie de donner une note sur le projet parce que j'ai pas encore assez de recul, c'est un peu à chaud. Je dirais plus 7, mais c'est entre 6 et 7 tout de même. « 7 sur 10 !» J'ai pas pris une grosse claque. Alors que bon, je m'attendais un petit peu à ça, surtout quand tu mises sur une promo invisible avec autant d'attentes. Après avoir un peu bâclé, je trouve l'esprit de la tournée Deadline l'année dernière en proposant juste une chanson et en te servant des solos des autres membres. Mais je vous avoue quand même dans ma tête, je suis un peu déjà sur le prochain projet. Donc j'y prête pas énormément attention, même si je vais l'écouter, ça c'est sûr et certain. Pour moi, c'est un projet de transition, Deadline, d'un nouveau Blackpink qui est en train de se préparer. J'ai envie de plus en plus de croire que on se dirige pas vers la fin de Blackpink, mais une nouvelle ère de Blackpink. Bon, et sinon, pour conclure, est-ce que Blackpink c'est mieux maintenant? Donc pour l'instant, de tout ce que j'ai pu dire, je vous ai partagé surtout des impressions, des sentiments, notamment mon ressenti sur les solos, de les voir débuter toutes les 4 vraiment avec leur projet indépendant. Le fait que leur retour en 2025, bah c'était plutôt excitant avec Jump, mais d'un côté c'est en demi-teinte parce qu'on a eu que Jump justement. Je vous avoue, j'ai pas participé à la tournée, j'aurais bien aimé y participer, mais Stade de France. J'ai fait des concerts dans des stades et j'aime pas trop l'expérience, mais d'un autre côté ça me fait un peu chier parce que ça fait 3 fois que je vois pas Blackpink en concert, donc ça me saoule. Donc je pense que la prochaine tournée, même si c'est un Stade de France, j'irai. Je veux voir quand même Blackpink et participer aussi à ça. Mais globalement, j'étais content aussi de les revoir faire cette tournée. Et puis l'arrivée de Deadline, voilà, je vous l'ai dit, pour moi c'est un renouveau aussi de Blackpink. Je vois pas un avenir pessimiste pour le groupe, je vois quelque chose de plutôt ouvert maintenant, où justement ça va alterner entre des projets solo et des projets de groupe. Ça sera certes plus rare, mais je me dis que peut-être on aura quelque chose d'intéressant et de différent de ce qu'on a pu avoir avant. Est-ce que Blackpink c'est mieux maintenant? Bah peut-être que oui. En fait la question en elle-même elle est un peu con, parce que tout dépend de nous, notre rapport à Blackpink, tout dépend aussi de nous, de notre rapport à la musique, parce qu'on sait très bien que les groupes ils sont pas indéfinis, à un moment donné ça s'arrête, ça se stoppe, et puis des projets, oui avec la K-pop on est habitué à en avoir souvent, notamment avec les mini-albums, mais en réalité un artiste dans d'autres circuits musicaux, il va prendre 2 ans, 3 ans avant de sortir un nouveau projet. Donc peut-être que maintenant justement il serait temps de prendre Blackpink comme un groupe différent d'un groupe de K-pop, et ça en plus, bah c'est quelque chose qu'on se dit depuis déjà de nombreuses années. Donc peut-être que Blackpink ne reviendront pas tous les ans avec un projet, mais si en parallèle ça permet aux filles de pouvoir continuer à développer encore plus leur projet solo, ben ok, je suis d'accord. Par contre, faut arrêter de nous casser les couilles avec des promos comme ça autant bâclés. S'il vous plaît, ayez un peu de respect pour tous ceux qui bossent dessus, pour les filles, et pour nous le public bordel. Donc la meilleure façon de conclure cette vidéo, c'est de vous dire, bah à dans 2 ans.